de Moi, ça me va, sécession moi. de sécession, les riches feraient sécession, les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire on ne serait plus gouverné que par l'intérêt. Le pro-capitaliste, le pro-libéral que vous êtes, réagit comment Eh bien, par la négative. C'est-à-dire que, en fait, notre débat est un peu compliqué parce on est six, mais on a des structures mentales vraiment complètement disparates. Je ne sais pas si on va arriver à C'est un peu le but, hein, c'est que ce soit le plus différent possible. Oui, mais alors, justement, voilà, pour qu'il y ait au moins une petite fraternité provisoire entre nous, il faudrait qu'on ait un terrain commun. Madame a dit qu'il y avait de la précarité, c'est en effet. Quand on ne passe pas sa vie dans les avions, mais quand on les prend de temps en temps et qu'on revient en France, on s'aperçoit que la France s'appauvrit. Et vous en tirez argument pour supprimer encore le peu de liberté qui reste. Alors que pour moi, je suis plus âgé que vous, madame ou mademoiselle, et j'ai vu la décadence de la France pendant ma génération. Et elle a exactement accompagné les progrès de la socialisation de la France. La France est en décadence depuis 1981. En décadence, et vous voulez dire en décadence à tous égards, scientifique, économique, morale, intellectuelle, sociétale, sur le lien social aussi. Enfin, elle est en difficulté, disons. La décadence, c'est encore une autre... parce que la décadence, ça voudrait dire qu'il y a une loi qui va continuer. Il y a un fait de l'affaiblissement de la France depuis que les prélèvements obligatoires sont passés de 25% à 50%. Voilà. Et qui dit... Je voudrais répondre à monsieur ou Damoiseau, je ne sais. Ça lui irait bien, Damoiseau. Alors, en tout cas, voilà ce qui nous sépare. Pour moi, la cause du malheur humain que vous déplorez à très juste titre, et en particulier le chômage et la vraie pauvreté dans certains quartiers, dans les campagnes, c'est horrible. Mais quelles sociétés sont arrivées à sortir de ça ? C'est pas la Corée du Nord, justement, c'est l'Amérique capitaliste. Oublié. C'est quand même... Qui, en termes de pauvreté, a des résultats remarquables. Non, mais vous plaisantez. En Amérique, il n'y a pas de travailleurs pauvres, il n'y a pas de précarité, il n'y a pas de mal logement. Ce que vous comprenez, Il y a 60 millions de personnes qui sont Le système de santé nourries est par les restos du particulièrement cœur. protecteur et solidaire. C'est une Il y a plaisanterie. 17% de chômage en réalité. Il faut comparer les sociétés dans La société la l'histoire. pire en matière d'inégalité. Jusqu'au 19e siècle, les sociétés ont été régulées dans leur démographie par la faim et par la mort. Les gens mouraient, si vous voulez. Alors, le problème, c'est que les hommes préfèrent vivre, même pauvres, que mourir. C'est regrettable en un sens. Mais ce qui fait que lorsque le capitalisme est apparu et que la productivité de la société a augmenté, la société a utilisé le delta de productivité supplémentaire, de production supplémentaire, non pas à vivre mieux à population égale, mais à exploser démographiquement, puisque l'humanité a décuplé depuis 200 ans. Alors que les hommes n'ont pas changé et alors que la planète Terre n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la division du travail rendue possible par ce qu'on appelle le capitalisme, que je préfère appeler le libéralisme ou l'état de droit, et avec la liberté individuelle et la propriété. Donc, si vous voulez, vous comparez, vous dites qu'il y a des pauvres en Amérique, d'accord, mais auparavant, ces pauvres ne seraient pas pauvres, ils seraient morts, ou plus exactement, ils seraient même pas nés. Donc, il faut quand même bien voir, quand on voyage un petit peu, où sont les pays. Enfin, citez-moi un seul pays socialiste qui soit riche. Vous en connaissez ? Bien sûr, oui. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle socialisme ? Oui. Si vous permettez, monsieur Attali, je voudrais vraiment lui répondre. Bon, je vous laisse. Parce que, non, mais je veux dire, d'abord, il faudrait qu'on s'entende sur beaucoup de choses. Vous avez raison, nous ne vivons pas tout à fait sur la même planète mentale. Dans le même pays. Qu'est-ce que la richesse ? Déjà, qu'est-ce que la richesse ? Oui, nous vivons dans le même pays, mais qu'est-ce que la richesse ? Ce serait déjà un débat qui nous amènerait fort loin. Parce que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est aussi le problème généré par le système capitaliste. Parce que nous produisons plus, en effet, la productivité même individuelle est plus forte, et pourtant, nous avons structurellement, et c'est créé par le système capitaliste, un taux de chômage qui avoisine les 10%, alors qui est plus ou moins masqué suivant les systèmes par pays, mais enfin qui est à peu près de cet ordre-là, et qui correspond quand même à ce que Marx appelait une armée de réserve, parce que cette armée de réserve, elle sert à quoi ? À créer de la pression sur l'ensemble des salariés, parce que quand vous avez un emploi, vous avez entre guillemets la chance d'avoir un emploi, donc vos salaires peuvent baisser, et comme votre salaire baisse, ceux qui en plus
ont la sécurité de l'emploi et qui sont dans la fonction publique, on leur dit vous avez carrément la sécurité de l'emploi pour tout le temps, alors vous ne pouvez plus demander rien du tout. Et ça fait, par exemple, cette année qu'en France, les fonctionnaires ont vu le gel du point d'indice. Donc ce système ne se tient pas fatement, tire les salariés vers le bas, mais ceux qui progressent en revanche, c'est le poids de la finance sur nos vies. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, le taux de profit, lui, il augmente. Et c'est ce système qui, aujourd'hui, devient totalement fou et qui, y compris, bousille la planète. Parce que le capital, pour s'accroître, il faut comprendre que c'est le système lui-même qui produit ça. Que cherche le capital? Le capital, il cherche à s'accroître. Il le fait sur la masse des salariés et il le fait sur autre chose aujourd'hui, et c'est ce qu'André Gortz définissait fort bien. Il le fait aussi en produisant des produits de plus en plus obsolètes et en se fichant totalement de la préservation de l'écosystème. Oui, donc cette affaire-là est à bout de souffle. La société et les française multinationales, est bloquée je vous ai laissé terminer, les multinationales, effectivement, se servent sur la bête, en ont strictement rien à faire du bien commun et des biens communs. La seule chose, c'est que c'est bien le politique qui a permis à ces multinationales et à ce creusement des inégalités d'être possible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de relance de l'égalité, de dynamique de l'égalité et de liberté, s'il n'y a pas de contestation du pouvoir de la finance sur nos vies, s'il n'y a pas de contestation des inégalités. Et là, Monsieur Attali, c'est pas simplement, comment dire, je veux dire, à un moment donné, il va falloir s'attaquer à des choses qui concernent l'héritage, qui concernent les processus à l'école. Vous devriez lire d'ailleurs l'École des chances, parce que c'est pas un livre de Monsieur Dubay, c'est pas C'était mieux avant, mais c'est aussi un dysfonctionnement actuel de l'école qui ne permet pas de générer davantage d'égalité, ce qui ne veut pas dire que l'école ne répond à aucune de ses missions, etc., mais que devant la massification qui est un progrès, elle est devant de nouveaux défis, et ces nouveaux défis, pour y répondre, c'est par une dynamique plus grande vers la lutte contre les inégalités. Bref, ce que je veux dire, c'est que... Elle ne cesse de lutter contre les inégalités depuis 40 ans. S'il n'y a pas... Elle a produit... Écoutez, il est connu que le taux d'ouvriers reçus à l'école polytechnique n'avait cessé d'augmenter pendant toute la période républicaine. D'accord. Je termine juste mon propos pour dire que je pense qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'impulsion politique pour sécuriser les vies, par exemple, en luttant contre la précarité, pour permettre au capital de reculer, à la finance d'être forte sur nos vies, de faire reculer l'austérité pour accroître les solidarités et lutter contre les inégalités territoriales. Si ces politiques-là ne sont pas menées avec une transition sociale et écologique forte, alors la panne va être substantielle. Et je crois qu'aujourd'hui, le malheur, c'est que ce qui domine, c'est la désespérance. C'est l'idée que le politique ne peut plus, qu'on est face à cette situation et qu'on ne peut plus rien. Et je crois que là, nous avons une responsabilité à redonner du souffle, du sens, un imaginaire qui permette de nous projeter dans une société plus juste et pas simplement l'Amérique comme unique... Est-ce que c'est aux politiques et à eux seuls de faire progresser la société? Bande de réagir très vite à ce que vient de dire chacun, parce que je voudrais qu'on fasse avancer le débat. Donc réponse, mais rapide à Clémentine Autain. Ma réponse, c'est n'attendez rien des politiques. Dans le monde d'aujourd'hui, on a le choix entre deux sociétés où on espère, comme Karl Marx, laisser le capitalisme aller au bout, mondialiser, et ensuite faire le socialisme, non pas à la place du capitalisme, mais après le capitalisme. Faire après, dans un rêve qui peut, à mon avis, que vous verrez de votre vivant, quelque chose comme un état de droit mondial, peut-être démocratiquement, ce que j'appelle moi un gouvernement mondial, en passant par une étape européenne politique, pas purement technocratique, parce qu'il n'y aura pas d'état de droit mondial s'il n'est pas véritablement démocratique, et il n'y aura pas de maîtrise des sujets dont vous parlez si elle n'est pas planétaire. Donc, mais c'est difficile, c'est sans doute pas du tout à l'échelle, c'est à l'échelle d'un siècle d'ici. Soit on ne fait pas ça, soit on ne le fait même pas à l'échelle européenne, qui à mon avis est l'étape intermédiaire. Il faut une Europe politique qui crée cette maîtrise, en particulier sur le marché. Et c'est possible, parce que l'Europe, ça représente quand même l'essentiel de la finance mondiale, enfin une part très importante. Si on ne fait pas ça, eh bien, on a une sorte de fantasme, on trompe le peuple en lui disant on peut faire ça à l'échelle nationale, et c'est la Corée du Nord. Ou alors on se dit ce que je dis, moi, faisons à la fois une espérance planétaire pour l'humanité tout entière. Battons-nous pour que l'humanité comprenne qu'elle est unique, qu'elle doit se rassembler sur les grands sujets, qu'elle doit penser à l'avenir des générations suivantes, les intégrer, mais en même temps, prenons en main notre vie, n'attendons plus rien de personne, devenons nous-mêmes, dans le court temps qu'on a sur cette planète, essayons de trouver ce à quoi on est fait, et il se trouve que dans ce cas-là,
on se rend compte, comme vous le faites dans votre vie, parce que je connais votre vie, vous pensez que pour réaliser, enfin de l'extérieur, On va les laisser, je crois, parce que j'avais dit qu'ils étaient faits pour s'entendre, hein, je l'avais dit. Chacun d'entre nous, ici, tous ensemble, on a tous une passion pour la France. Elle est différente, mais on a tous une passion pour la France. Et je pense que la meilleure façon aujourd'hui de la servir, c'est d'essayer de se réaliser soi-même, d'essayer de s'épanouir soi-même. Et on arrive presque dans tous les cas à se rendre compte que pour s'épanouir soi-même, il faut aider les autres à s'épanouir. Parce qu'il n'y a rien qui rend plus heureux que le bonheur des autres. Éric Zemmour. Moi, vous vous souvenez, dans les années 1970, en URSS, tout allait mal. Et le discours, c'était on sait que ça va mal, mais ça veut dire qu'il faut encore plus de communisme. Et c'est exactement ce que nous a servi M. Attali, c'est absolument magnifique. C'est tout va mal, parce que depuis 30 ans, l'Europe a pris le pouvoir, parce qu'il y a toujours plus de mondialisation. Mais il faut aller plus loin. L'Europe n'est qu'une étape intermédiaire et il faut un gouvernement mondial. Donc ça, j'adore ce genre de raisonnement qui est toujours la course en avant, la fuite en avant. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'est parce que pour une fois, j'avais envie de faire une synthèse parce que je trouvais que et Mme Fleury et M. Nemo avaient raison à la fois. C'est-à-dire que M. Nemo dit on n'a jamais eu autant de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, d'impôts, etc. Et en même temps, Mme Fleury a tout à fait raison de rappeler qu'on n'a jamais été depuis très longtemps, depuis les années 1920 aux États-Unis, aussi inégalitaire et on n'a jamais eu des grandes sociétés qui payaient aussi peu d'impôts et qui faisaient dissidence, parce que je pense que vous avez tout à fait raison, c'est le fameux livre, vous savez, de Christopher Lasch sur la rébellion des élites. Et effectivement, nous avons depuis 30 ans un phénomène d'élite mondialisée, comme disait Chevènement, qui dans tous les pays se mettent en dissidence du reste de leur pays. Et quand M. Dubé, je reviens à ce qu'il disait tout à l'heure, il a tout à fait raison, quand il dit aujourd'hui... Vous allez faire une synthèse aussi avec M. Dubé. Avec M. Dubé. Quand il dit les professions... Épargnez-moi cela, s'il vous plaît. Mais je ne veux pas surtout faire pas de synthèse avec vous, parce que là, non, Merci il y a des limites, si vous voulez, à mon intelligence. Je ne peux pas, là, c'est trop fort. Merci. Quand M. Dubé dit les conditions sociales, les classes sociales s'opposent et ne veulent plus être solidaires, etc. Mais il a tout à fait raison. Mais pourquoi ? Parce que depuis 40 ans, depuis 50 ans, on a euthanasié une succession de professions. Les paysans, les petits commerçants tués par les grandes surfaces. Et maintenant, on veut s'en prendre au nom de la soi-disant concurrence, de la soi-disant protection du pouvoir d'achat, à ceux qu'on appelle les nantis. Voilà, il faut les crever, ceux-là. C'est les pharmaciens, les notaires, les taxis. Ça, c'est les grands ennemis de M. Attali, qui n'est pas content quand il va à l'aéroport. Il ne trouve pas un taxi tout de suite. Alors là, ça l'énerve. Et donc, il fait un rapport et il dit... Et il faut libéraliser les taxis. Les mecs, ils ont bossé 20 ans pour le taxi. Ce qu'ils ont acheté, c'est leur retraite. Mais ils s'en foutent. Ali, il veut aller à son aéroport. Il faut comprendre aussi. Donc, les notaires, les pharmaciens, etc., eux, ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir comme les petits commerçants. Ils ne veulent pas mourir comme les paysans. Ils ont compris. Donc, ils se battent comme des chiens pour ne pas mourir. Et c'est normal. Comme l'a dit M. Nemo, on préfère vivre même pauvre que pas mourir. François Dubé, un mot. Je voudrais revenir à la question initiale qui est... qui est les politiques. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on balance entre deux discours. Un discours qui dit, au fond, il y a des lois du capitalisme international, elles sont horribles, mécaniques, on ne peut pas agir, et au fond, la politique ne sert quasiment plus à rien. Et je reconnais bien qu'une économie mondialisée enlève au gouvernement, quel qu'il soit, une très grande part de leur souveraineté. C'est comme ça, et d'une certaine manière, Marx avait déjà prédit ce genre d'histoire. En revanche, je trouve qu'on est trop peu exigeant à l'égard de politique. Si je prends les problèmes qui m'intéressent, mais je ne voudrais pas centrer la discussion là-dessus. Par exemple, les inégalités scolaires. Je ne vois pas ce que la Chine et Wall Street viennent faire là-dessus. Je connais des pays dont l'école est plus efficace et moins inégalitaire que la nôtre. La Finlande. Parce qu'ils ont eu, pas seulement la Finlande, le Canada, parce qu'ils ont eu la capacité de réformer leur système scolaire. Ce qui me plaît de moi, c'est que ces capacités-là, nous les avons perdues. Et là, nous manquons de politique. Il y a un grand nombre de domaines. Je comprends très bien qu'on ne peut pas demander aux Chinois de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais il y a un grand nombre de problèmes où nous avons des capacités politiques. Absolument. Pourquoi y avons-nous renoncé ? Parce que chaque fois que nous agissons politiquement,
nous heurtons à une société qui éclate, qui explose et qui fait que chacun défend son précaré. Je pense aux inégalités scolaires, qui est un problème qui m'intéresse un tout petit peu. Chaque fois qu'il y a des tentatives de réforme un peu égalitaires dans leurs principes, on se heurte à un blocage immédiat. Parce que, excusez-moi, parce que nous avons tellement intérêt. Exactement. Nous avons tellement intérêt à ce que nos enfants réussissent mieux que les autres. Nous avons tellement intérêt donc à ce que les autres réussissent moins bien que les nôtres. Oui, parce que quand il n'y a pas de croissance, la réussite des uns est un obstacle à la réussite. Nous nous heurtons à des lois mécaniques. On a besoin que nos enfants sachent lire et écrire. Non, mais voilà. c'est mieux que les autres. Excusez-moi, nous avons besoin que nos enfants sachent lire et écrire, mais vous avez besoin, vous, que vos enfants, à vous, ils fassent Polytechnique. Et ça fait une grande différence. Alors, justement, je voudrais qu'on avance. On a parlé de liberté, d'égalité. Je voudrais qu'on parle de fraternité, ou plutôt de solidarité, parce qu'au fond, c'est le mot. L'autre mot pour dire la fraternité, certains parlent il y a la aujourd'hui sororité aussi, si de la fin du modèle français. François Dubé, lui, parle de crise des solidarités. Regardez, quelques extraits. Pour la première fois, la dette de la France vient de dépasser la barre symbolique des 2000 milliards d'euros, soit plus de 95% de son PIB. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Une dette qui sert en partie à financer le modèle social français, l'un des plus progressistes au monde, un bien précieux. Ce modèle, il est au cœur de notre pacte républicain. Il est au cœur de l'identité de la nation. La pauvreté s'étend et s'enracinent. Après avoir payé leur loyer et leurs charges, des milliers de personnes ne disposent plus que de 5,60 € pour vivre. On doit s'endetter pour des soins de santé. C'est aberrant. Le gouvernement avance donc plusieurs pistes pour limiter les dépenses dans le domaine de la santé, mais aussi dans celui de la famille. Cette année, notre budget vacances, loisirs pour les enfants sera réduit de l'ordre de 400 €, ce qui est à peu près le supplément d'impôt que nous avons payé avec la modification du coefficient familial. Il y a parfois des économies qui font mal. C'est même à ça qu'on reconnaît les économies. C'est quand elles font mal. Faut-il en finir avec les allocations familiales identiques, quel que soit le revenu? Si vous remettez en cause l'universalité des allocations familiales, demain vous allez pouvoir remettre en cause l'universalité de la branche famille. C'est-à-dire qu'en fonction du revenu, eh bien, les personnes les foyers les plus aisés n'auront plus le remboursement de leurs médicaments ou de leur hospitalisation. Autre chose, un appel aux dons lancé par les Restos du Cœur de la Creuse. Les demandes continuent à augmenter. Et les stocks là-bas sont presque vides. On s'inquiète beaucoup parce que vraiment, on voit qu'il n'y a vraiment presque plus rien. On ne sait pas ce qu'on va devenir après. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour manger? Quelques heures après le sinistre, bénévoles, secouristes, anonymes, tous s'affairent pour aider les sinistrés. L'État, comme il l'a fait encore il y a quelques jours, face à ces intempéries, répondra à présent. C'est un impératif de solidarité. Plus qu'un impôt, la taxe à 75% est un symbole qui va bientôt disparaître. Cette taxe exceptionnelle n'existera plus dès le 1er janvier 2015. Faut-il réformer les seuils sociaux, ces seuils de salariés qui déclenchent des obligations, protection selon les syndicats, frein à l'embauche, dit le patronat. Recréons avec nos partenaires sociaux un nouveau modèle économique et social qui soit beaucoup plus agile, rapide, flexible, où nos salariés sont heureux, épanouis, motivés, mais employables et en formation permanente. Manuel Valls juge nécessaire une réforme de l'assurance chômage en France. Le Premier ministre voudrait modifier les conditions d'indemnisation des chômeurs. La durée et le montant des indemnités pourraient être réduits. La question de l'efficacité et de l'équité des règles de ce régime se pose à chaque négociation et c'est un débat légitime. Il faut l'aborder sans caricature. Il y a suffisamment de sujets pour que nous soyons bien occupés, que nous montrions que nous faisons des réformes utiles à l'emploi. On ne fait pas des réformes pour des réformes, on fait des réformes pour qu'il y ait plus de croissance et plus d'emplois, et notamment pour les jeunes. Alors, sur la... Jacques Attali. C'était typiquement une présentation de ce que j'appelle les résignés réclamants. C'est-à-dire ceux qui sont résignés à ne pas choisir leur vie et qui réclament, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, je ne les en accuse pas, de pouvoir obtenir quelques miettes. Il faut sortir de ça. La croissance, ça ne viendra pas de plus de relance ou plus de rigueur. Ça viendra d'une réduction des inégalités et ça viendra surtout du fait de permettre à chacun de
crée les conditions de créer des richesses, de suivre ce que j'appelle un chemin d'éveil où, en traversant quelques étapes précises, on arrive à trouver ce pourquoi on est fait et on le fait. La croissance, c'est pas simplement le partage d'un gâteau qui se restreint. Plus le gâteau est restreint, plus on a du mal à faire en sorte que quelqu'un croisse sans que quelqu'un décroisse. Donc forcément, la société se tend. Donc il faut absolument sortir de ça. D'abord, il faut se rendre compte qu'il y a une grande partie du bonheur d'aujourd'hui qui passe par la gratuité. De plus en plus, la gratuité de la musique en est un exemple pionnier. Mais ce qui se passe avec l'économie collaborative, c'est-à-dire le fait qu'on partage, qu'on mette les choses ensemble, c'est une révolution très profonde qui nous fait sortir de la pure logique matérielle. Et en même temps, cette économie collaborative crée des occasions pour chacun de se découvrir, de faire des choses nouvelles, de changer de ce paradigme du 19e siècle, des résignés réclamants et des profiteurs qui en profitent. Donc c'est ça la vraie révolution qui va commencer. Ça nous fait sortir du débat classique de la social-démocratie ou du libéralisme traditionnel, et ça nous fait penser que l'école, qu'est-ce que doit faire l'école? Elle doit apprendre d'abord à devenir soi-même, à se respecter, à comprendre qu'on est seul, à choisir sa vie, à s'orienter, ce que ne fait plus l'école. On n'est pas seul. Pardon? Si, on est seul. On est seul. On est seul. C'est très important de comprendre ça. On est seul. C'est très important de comprendre qu'on est seul pour que, justement, ensuite, parce qu'on est seul et qu'on doit se réussir soi-même, on découvre qu'on est encore plus heureux quand on aide les autres et quand on reçoit quelque chose des autres. Si on attend des autres, si on n'admet pas la réalité de ce qu'on est mortel et de ce qu'on est seul, alors on ne fait rien de sa vie. Et n'on fait rien pour les autres. Comme quoi, j'étais naïf. Moi, je croyais que l'école, ça devait apprendre à lire et à écrire. Eh bien non. Apprendre à lire et à écrire seulement, c'est apprendre à être passif et résigné. Déjà, si on leur apprenait à lire et à écrire, ça serait bien déjà. Non, on leur apprend bien d'autres choses. Sur la question de la solidarité, il y a une manière, c'est vrai, de tuer la solidarité, c'est précisément d'aller à l'encontre de son universalité, c'est-à-dire de la rendre de plus en plus conditionnelle. Et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire à chaque fois, on avait ce vieux rêve d'une inconditionnalité de la solidarité, mais ce n'est pas simplement utopique, c'est tout simplement le fait qu'à un moment donné, plus vous conditionnalisez les raisons de participer à la solidarité, plus vous faites que vous avez envie d'avoir des personnages qui ont envie de faire sécession et qui un jour disent écoutez, je n'ai plus envie de payer. Donc c'est la question du même et de l'autre par rapport à la solidarité. Je suis assez d'accord par rapport à ça, c'est-à-dire que demain, voilà, comment transformer l'autre, non pas à l'assimiler à soi-même, mais pourtant avoir un sentiment de partage avec lui. Mais ça, pas simple, c'est un enjeu. Ça n'existe pas. Ça non, si, ça existe, mais c'est effectivement un grand enjeu. Je voulais dire juste deux choses sur la question du politique, tout de même. La question du politique, moi je pense que les politiques ont changé de place. C'est-à-dire que si effectivement on attend quelque chose du politique, on risque d'attendre longtemps, parce que structurellement, ils sont asservis à l'électoralisme. Et l'électoralisme est une chose très simple, elle fonctionne sur ce qui est visible. Tout ce qui est invisible ne marche pas. Or, le 21e siècle, c'est de l'invisible. C'est de la menace demain, dans 15 ans, des maladies qui vont surgir dans 15 ans, c'est des problèmes environnementaux qui ne se voient pas, c'est de l'investissement sur l'école qui, bien évidemment, ne paye pas tout de suite. Et donc, vous faire sanctionner sur de l'invisible, c'est extraordinairement dur pour le politique. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du statu quo et du court-termisme, ce qui est inadéquat. En revanche, on ne peut rien faire sans les politiques. Et donc, ils changent d'endroit. Ils ne sont plus les pionniers, alors qu'ils ont été longtemps à l'initiative. Je crois aujourd'hui qu'ils viennent ratifier quand des expériences pilotes sont portées par d'autres, la société civile, les entrepreneurs, tous ceux qui, à un moment donné, ont envie de formuler une invention, entre guillemets, démocratique, et ils font une montée en généralité parce qu'à ce jour encore, ils sont représentatifs du suffrage universel, ce qui n'est pas rien. Mais effectivement, ils sont à la fin de la boucle de légitimation. Ils ne sont pas au début. Donc à la fois, on ne peut rien faire sans, mais en ce moment, on ne peut pas faire grand-chose grâce. Ça, c'est tout à fait certain. Dernier point sur l'Amérique. Parce que j'aime beaucoup quand on revient à l'Amérique et qu'on parle du grand capitalisme américain. Je trouve ça ironique à souhait, et personnellement, je suis très heureuse de cela, que l'Amérique soit le plus grand, exactement, soit un, plus protectionniste, deux, fasse marcher la planche à billets comme pas deux, c'est-à-dire que ceux qui pratiquent la relance économique et les non-politiques d'austérité, ce sont les États-Unis d'Amérique. Trois, ceux qui vont chercher les sous, entre guillemets, quand il y a de l'évasion fiscale, la loi FATCA, c'est l'Amérique. Et donc, la loi d'obligation d'acquittement, la loi d'acquittement des obligations fiscales par ceux qui sont à l'extérieur, ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc, d'une certaine manière, on voit très bien que ce qui fonctionne, ce sont les modèles composites, c'est-à-dire un État fort. L'Amérique est un État fort, très très fort.
Et en même temps, effectivement, nous sommes dans des modalités sociodémocrates, social-libérales, et on voit que c'est toujours ce composite-là qui fonctionne. Mais ça n'est possible que parce que l'Amérique est une grande nation, et nous ne pourrions le faire que si nous étions une Europe rassemblée. François Dubé, dans votre livre, vous dites qu'il y a deux types de nostalgie sur les solidarités. La première, c'est de dire les solidarités, c'était plus facile quand on était tous les mêmes, c'est-à-dire quand il y avait des liens du sol, du sang, de la famille, de la religion. Ou alors, il y a une autre nostalgie qui dit c'était plus facile pendant les 30 Glorieuses parce qu'il y avait de l'argent. Oui, je crois. Ça nous évitait de penser la solidarité, on va dire. Je crois que tout ça est assez évident. Je veux dire, il y a devant cette espèce de panique qui peut s'emparer, il y a une sorte de retour d'une sensibilité maurassienne, la terre, la nature, tous pareils, la France éternelle, etc. D'une part, je trouve ça assez antipathique, mais surtout, je crois que c'est une blague, que ça ne reviendra pas, que le monde a tellement changé qu'on ne pourra pas. Et je crois qu'il y a de l'autre côté un rêve, au fond, qui est de dire un État puissant qui régule tout, retrouvons la France colbertiste des années 60, etc. Je crois évidemment que c'est... Alors, de mon point de vue, c'est un peu plus sympathique. Mais je ne vois pas plus d'avenir de ce côté-là. Et donc, vous avez... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, vous avez des basculements électoraux qui se font sur ces deux sensibilités. On passe assez facilement de l'une à l'autre. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est devant un problème. C'est d'abord, je concède que les très grandes inégalités viennent de mutations économiques, mais je reste persuadé, c'est un peu mon métier de sociologue, qu'une grande partie des inégalités, pas les 1% les plus riches et les 10% les plus pauvres, mais entre les deux, une grande partie des inégalités, c'est des inégalités que nous produisons, que nous fabriquons nous-mêmes. Les inégalités urbaines, la ghettoisation, c'est pas la mondialisation économique. Les inégalités scolaires, c'est pas la mondialisation économique. L'effondrement de la confiance dans les institutions, et il faut savoir que nous sommes un peu champions du monde là-dessus. Quand on regarde les enquêtes internationales, c'est absolument incroyable de voir à quel point les Français, un, n'ont pas confiance dans les institutions, et deux, ce qui est plus étrange, n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils disent, tout voisin est une sorte d'ennemi potentiel. Donc je crois qu'il faut se situer, évidemment, à l'intérieur de ces deux extrêmes, et imaginer des capacités collectives, sociales, politiques, je ne sais pas comment faire, d'innovation. Je pense en particulier, pardonnez-moi, à une chose extrêmement simple. Comment voulez-vous que les gens ne se sentent pas grugés quand 50%, plus 57% de la richesse est redistribuée et que personne n'est capable de dire exactement ce qu'il paye et ce qu'il gagne? Il faut bien qu'il y ait un minimum de vision contractuelle de la redistribution sociale. Autrement, tout le monde, les riches disent « je me fais avoir parce que les pauvres ne le méritent pas », et les pauvres disent « les riches gardent tout pour eux et au fond, je leur dois rien non plus ». Donc, il y a de gros chantiers politiques et moi, je ne suis pas désespéré parce que je crois que nous avons la capacité collective de nous prendre en charge, à condition au moins de poser le problème dans des termes à peu près raisonnables. Éric Zemmour. Non, mais vous avez posé une question, à quoi servent les politiques? Il faut bien comprendre aujourd'hui, à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le pouvoir. On sera au moins d'accord là-dessus. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils ont été dépouillés du pouvoir, ou plutôt, d'ailleurs, ce qui les historiens de futur seront intéressés, ils se sont eux-mêmes dépouillés du pouvoir qu'ils avaient. Plutôt ça. Oui. C'est quand même intéressant historiquement et presque psychologiquement. Donc aujourd'hui, ils ne sont rien. Ils ont donné, alors les politiques français et européens ont donné le pouvoir à une oligarchie européenne qui règne au nom du droit et de la norme. Mais qu'est-ce que vous avez contre le droit? Rien, si vous voulez, quand il protège les individus, c'est très bien. Quand le droit empêche les individus d'être protégés, ça devient grave. Donc c'est tout. Là, on est dans une situation où maintenant on est passé dans la deuxième catégorie. Donc là, on a, si vous voulez, des politiques. Et comme nous, en France, moi je continue à considérer que nous ne sommes pas des individus hors sol et que tout le but de l'existence, ce n'est pas de réussir soi
mais qu'on est dépendant du passé, de l'histoire, de nos pays réciproques, des respectifs, et que ça existe, et que ça existera même dans l'avenir. Voilà, donc si vous voulez, en France, on a l'habitude, on a été forgé par l'État, c'est une nation millénaire qui a été forgée par l'État, et donc sans notre État, on est perdu. On est même plus que perdu, non pas parce qu'on est des minables, mais parce qu'on est malheureux. C'est pas la même chose, vous comprenez? Et quand on vient à la télévision dire « mais c'est formidable, il faut continuer, il faut réussir soi-même, il faut prendre sa vie en main », vous savez, les Français le regardent et disent « mais qu'est-ce qu'il nous dit ?» Il y avait une discussion très intéressante, pour mon livre, j'ai relu « Le mal français » d'Alain Peyrefitte. Et il raconte une discussion entre Georges Pompidou et lui. Et Alain Peyrefitte est déjà un moderne et dit il faut alléger l'État, il faut laisser les individus, etc. Il donnait en exemple le modèle anglo-saxon déjà dès 70. Et Pompidou lui répond non, la société est en train d'exploser, donc il ne restera que l'État. Et sinon, on va vers une destruction du pays. Et il dit cette phrase magnifique, il dit quand vous avez un médecin et que vous êtes malade, le médecin ne commence pas par vous dire il faut changer de corps. Il essaie de vous soigner la maladie. Eh bien, vouloir que les Français soient des Anglais ou des Allemands ou je ne sais pas quoi d'autre, c'est exactement faire comme le médecin décrit par Georges Pompidou. Et c'est exactement ce qu'on fait depuis 30 ans. Oui, moi... Oui, Clémentine Autain. Oui, je pense que la solution au problème, parce que les gens sont un peu perdus, il y a tellement de crises, il y a tellement de S au mot crise, on crie qu'il y a quelque chose qui s'abat en France, mais pas seulement, sur nous, avec le sentiment qu'on n'a pas la main, qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Et moi, je comprends qu'il puisse y avoir, dans ce cadre-là, une tentation vers le repli sur l'ancien. C'est-à-dire de dire, voilà, ce qu'on va faire, c'est reprendre les recettes anciennes. Alors, c'est la version, on revient quasiment à la monarchie, à l'ordre, on remet en cause toutes les avancées, le droit au divorce, pourquoi pas le droit à l'avortement, etc., toutes les libertés. Et en tout cas, on revient vers des recettes passées. Le droit au divorce, c'est l'avancée vers quoi ? Non, c'est parce que M. Zemmour estime par exemple que le droit au divorce c'est une calamité. Donc voilà, je pense que parmi les choses... Vous m'avez pas lu, mais c'est pas grave, comme d'habitude. Si, je vous ai lu attentivement malheureusement et ça m'a donné beaucoup de peine à lire autant de xénophobie, d'homophobie, la diabolisation de la Shoah qui serait la doxa, la réhabilitation de Pétain. Je vous assure que ça fait beaucoup pour une même journée. Donc je vous ai lu et je vois bien quel est le projet. Le projet est quand même de revenir en arrière et certainement pas de regarder devant. Madame, et comme disait, il y a la Renaissance, Clémentine Autain, eh ben le modèle, c'est l'Antiquité, c'est vraiment en arrière, et pourtant, c'est une des plus belles périodes de l'humanité. Absolument pas. Je ne suis pas sûre que nous choisissions les mêmes périodes de Renaissance. Erreur historique totale. Je ne crois pas la Renaissance ne fait pas l'apologie du retour en arrière. Non, de l'Antiquité. Absolument pas. Absolument pas. C'est nouveau, ça. Mais absolument pas. Ah bah, vous allez encore m'inventer quelque chose. Mais évidemment, je vais vous apprendre quelque chose. Je voudrais tout de même terminer. La Renaissance fait l'apologie du nouveau. De la recherche, par le retour à l'Antiquité. Pas du tout, de la raison, de l'utilisation de la raison et en passant de l'utilisation d'un ou deux philosophes grecs. Aristote. Je vois en tout cas grandir au-delà de M. Zemmour. Ça n'a rien à voir avec le retour dans le au-delà de M. Zemmour. La Renaissance n'est pas une nostalgie. Voilà. Clémentine Autain. Voilà. Au-delà, je pense qu'il y a, dans l'air du temps, pour une part, une tentation du repli national, du repli sur ce qu'on connaît, qui est de l'ancien. Et de l'autre côté, à gauche, je sens aussi une tentation parfois d'imaginer que les recettes des années 70 peuvent être replaquées sur le monde contemporain. J'entends parler de croissance, parfois aussi de recettes néo-keynésiennes qu'on remet à la sauce, de penser qu'on peut ajuster, etc. Je crois qu'on n'en est plus du tout là. Et qu'il faut sortir même dans sa tête du paradigme de la croissance. C'est totalement autre chose qu'il faut imaginer comme type de modèle. Mais le préalable, c'est quand même la question démocratique. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé à un niveau de défiance, de rejet, de dégoût même à l'égard de la politique, du monde politique, je ne vois pas comment on s'en sort sans un nouvel élan, c'est-à-dire sans dire maintenant on remet à plat les règles du jeu et on redéfinit le fonctionnement institutionnel, la République, le pouvoir du Parlement, etc., etc. Ça suppose un changement de République. Je pense que c'est le préalable pour imaginer une façon de relancer une perspective commune et donc une solidarité nouvelle et donc une capacité politique nouvelle. Et je crois qu'en effet, il ne faut pas attendre des politiques
Il faut faire de la politique. Ce n'est pas du tout la même chose que de dire attendez qu'il y ait les partis qui arrivent et qui fassent à votre place. Il faut faire de la politique. Et faire de la politique, c'est dans le champ politique institué, mais ça se fait aussi dans le mouvement social, tous les jours. Ça se fait effectivement dans l'économie, parfois, enfin, plus ou moins, parce que c'est pas toujours... parfois, c'est son petit terrain qu'on veut aménager, mais il y a des fois aussi dans l'économie collaborative, où l'économie, c'est un peu circulaire, ça fait un peu... Je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte de ce que c'est aussi bien d'un côté les AMAB, les échanges, Jérémy Rifkin ici, voilà, il y a 2 semaines. Donc... Bon, tous ces systèmes-là qui se développent, mais qui aujourd'hui ne font pas cause commune. C'est-à-dire que ces initiatives alternatives, elles ne sont pas en soi un projet qui permette à tout le monde de se projeter. Elles sont des expériences qui permettent en effet de se dire, tiens, il y a des alternatives possibles. Mais pour qu'elles deviennent un paradigme commun, alors il faut faire force sociale, politique, sur le terrain des idées également, qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement et qui crée du commun et qui permette de bousculer positivement la société et d'ouvrir une espérance. Je pense que le peuple... Alors, il y avait un débat tout à l'heure, moi je ne parle pas des gens, je parle du peuple, mais le peuple il se constitue et il se constitue sur la base d'une espérance, parce qu'on ne se constitue pas simplement parce qu'on est dans la galère et qu'on se dit bah voilà le peuple c'est ceux qui sont dans la galère. Je pense que la conscience et la mobilisation viennent de la capacité à dégager une espérance et c'est ce travail-là qui est devant nous. Moi je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste, je suis inquiète. Je suis très inquiète de la montée de l'extrême droite et des solutions de repli, de ce que le gouvernement et les gouvernements successifs nourrissent. Ils nourrissent cette désespérance et qu'une gauche mène une politique de droite, je vous assure que pour les repères, c'est quand même catastrophique. Mais je crois qu'il y a, dans ce moment de chaos, la possibilité d'un rebond, dès lors, justement, que le grand nombre se décide à faire de la politique au sens fort du terme. Clémentine Autain, c'est bien de parler du peuple, mais le peuple, il ne vote pas pour vous ni les vôtres. Donc déjà, il faudrait essayer de comprendre pourquoi le peuple vous dédaigne à ce point. Ça serait bien d'essayer de réfléchir pendant 2 minutes, puisque vous donnez des leçons de morale, pourquoi le peuple vous méprise à ce point. Il ne vote pas pour vous, il ne vote pas pour les vôtres. Il ignore complètement vos candidats. Il ignore... Je ne partage pas ce constat-là. Alors, moi, les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Éric Zemmour, les chiffres parlent. Le peuple ne vote pas. Entre Comment guillemets. Ça, ils votent pas C'est-à-dire que le plus grand parti de France, c'est des abstentionnistes. Non, ah bah oui, mais ils sont en attente. Sauf à la présidentielle. Même pas à la présidentielle. Sur le débat sur la place de la politique dans la société aujourd'hui. C'est un choix. Je crois qu'il faut, exactement. Je crois qu'il faut bien comprendre que mais c'est un débat vous parlez tous en même temps là. Que je ne veux pas esquiver, je répondrai. Sur le débat, sur la question de savoir quelle est la place du politique aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre acte du fait que nous sommes, en 2015, nous avons la chance ou le malheur de vivre à cette période. À cette période, nous ne sommes pas dans la France pompidolienne ou dans la France mitterrandienne, où l'État avait une vraie puissance, où il pouvait faire des choses, et où il a fait des choses. Il a fait des choses. François Mitterrand, contrairement à tout ce que j'ai cru entendre, a fait d'énormes changements très positifs parce qu'il y avait un État puissant. Ensuite, l'État s'est défait. Il s'est défait parce qu'il y a une dialectique tragique qui s'est nouée entre le marché qui est devenu mondial et la démocratie qui est restée locale. Et la démocratie locale face à un marché mondial, elle est battue d'avance. Nous avons l'avantage ou l'inconvénient de vivre à cette période de l'histoire. Plus tard, dans 30 ans, dans 40 ans, il y aura d'autres formes. Il y aura un État beaucoup plus puissant en France, il sera un État beaucoup plus centralisé, beaucoup plus efficace, beaucoup plus réduit, utilisant d'autres technologies qui aura renverser les formes actuelles de l'État. Il y aura un État européen extrêmement puissant. Est-ce qu'il y aura un État qui continuera à prendre la totalité de leur richesse? Il y aura un État qui sera extrêmement puissant. Laissez-moi terminer. Je vous donne la parole. La richesse d'aujourd'hui, vous êtes au milieu du raisonnement. Il y aura un État qui sera... Qui est-ce qui capte les richesses aujourd'hui? Qui représentera quelque chose d'efficace, sans doute sur le modèle des États qui marchent le mieux, qui sont les États d'Europe du Nord, qui en effet ont les prélèvements obligatoires les plus élevés et les assurances privées les moins élevées, et qui jouent un rôle très, très important et très efficace. Mais entre-temps, dans la période où nous avons la chance ou le malheur de vivre, notre rôle, c'est de créer les conditions de cela. Et pour créer les conditions de cela, il faut faire naître cette société nouvelle. Et pour la faire naître, nous sommes un petit peu comme ces Flamands ou ces Italiens du XVe siècle qui ont fait exploser le monde féodal en créant la démocratie et l'économie de marché. Ils l'ont créé par leurs actions individuelles, par les intellectuels, par les inventeurs, par les marchands, par ceux qui voyageaient. Ah, il n'y avait pas d'aéroports, il y avait des ports. La France a tort de mettre sa capitale à Paris et pas dans un port. C'est ça. Donc elle n'accueille pas le nouveau. Elle est restée centralisée
c'est une immense erreur. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas une grande puissance, contrairement à ce qu'on croit. Elle aurait été une immense puissance si elle avait été mise sa capitale dans un port. N'oubliez pas qu'au temps de Louis XIV, le niveau de vie des Parisiens était le quart de celui des habitants Si la France avait été l'Angleterre, c'est toujours la même chose. Si la France avait choisi d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire la deuxième puissance maritime du monde, et elle va le choisir, elle va devenir ça, elle va continuer à s'ouvrir au monde. Mais nous vivons dans cette période transitoire. Et dans cette période transitoire, le porteur de l'histoire, ce n'est pas l'homme politique. Le porteur de l'histoire, c'est l'innovateur social, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui écrit, celui qui pense, celui qui avance, celui qui crée des œuvres d'art, celui qui pense sa vie comme une œuvre d'art. Et c'est ça qui va changer. On a la chance de vivre à cette époque, faisons-le. Ne croyons plus que les politiques peuvent. Ils pouvaient au temps de François Mitterrand et du général de Gaulle. Ils ne peuvent plus aujourd'hui. C'est comme ça. Alors ils s'agitent comme des marionnettes. Ils essayent de faire plus ou moins respecter, avec beaucoup de courage, la vie politique et la démocratie. Ils essayent de la faire vivre, mais ils ne sont pas importants. L'important, c'est ce qui se passe ailleurs. Dans 20 ans, la politique reprendra le dessus. Bien. Alors, il reste 10 minutes. Je vous le dis. Ça me suffira. Il s'agirait de savoir ce que sont les féodalités d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec votre discours sur la Renaissance, sur l'innovation, passant très largement par des initiatives individuelles. D'ailleurs, initiative individuelle ne veut pas dire absence de coopération. Christophe Colomb est